Welcome to Monaco. Bonjour Poker Actu. Bonjour à tous, bienvenue dans Poker Actu le mag. Nous sommes à Monte-Carlo pour la grande finale de l'EPT. Comme vous pouvez le constater, les conditions de vie et les conditions de travail des joueurs de poker sont vraiment désagréables. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Enfin, en ce qui nous concerne, on va suivre un certain nombre de reportages et puis je vous promets quelques petites surprises. C'est tout de suite. Ce mois-ci encore, Poker Actu le mag a fait le tour de la planète poker et nous vous révélerons quelques indiscrétions. Nous aurons rendez-vous avec Gus Hansen, puis Patrick Antonius chez lui et avec Barry Greenstein. Nous enchaînerons avec l'analyse d'un coup de légende joué ici même l'an dernier. Puis nous irons à la rencontre d'un joueur de choc, Sébastien Chabal. Enfin, nous terminerons avec notre légendaire zapping. Et on enchaîne tout de suite avec les news de Poker Actu le mag, ce sont les indiscrétions. Après Thomas Sisley, Virginie Efira, Sébastien Chabal ou encore Alice Taglioni, jusqu'où ira donc la course aux people? Les sites de jeux en ligne se livrent en effet une guerre acharnée pour s'attirer les bonnes grâces du public. La surenchère est parfois grossière. La dernière en date est faite par le site Unibet qui a fait appel à l'icône du rock français, Johnny Hallyday en personne. Un tournoi a été récemment organisé au cours duquel il était possible d'affronter Johnny. Ah que tapis! Les casinos de Las Vegas ont triste mine ces temps-ci. Malgré 1 milliard de chiffre d'affaires annoncé en mars 2009, la crise s'installe partout dans les salles de jeu. Même les plus illustres casinos de Vegas n'échappent pas à cette tendance. Les casinos affichent une baisse régulière du chiffre d'affaires depuis 15 mois consécutifs. Et le plus étonnant, c'est que ce sont les établissements situés sur le strip qui connaissent les plus grosses pertes. Si les chiffres ne remontent pas d'ici les mois prochains, plusieurs salles de jeu pourraient mettre la clé sous la porte, à l'instar des casinos Trump qui ont déjà annoncé plusieurs fermetures. Espérons que les WSOP 2009 redonneront un coup de fouet à l'économie du jeu. Rien ne va plus entre la joueuse de poker Annie Duke et l'actrice Joan Rivers. Les deux femmes participaient dernièrement à une émission télévisée et le ton est très vite monté. Rivers a ouvert les hostilités en comparant Duke à Hitler, Duke a répliqué en souhaitant sa mort, et Rivers a terminé en comparant les joueurs de poker à des clochards. Avec 30 ans de moins, on aurait peut-être espéré les voir se battre dans la boue, mais là franchement, c'est assez pathétique. Le bras de fer qui oppose Tom Dwan au Danois Gus Hansen tourne à l'avantage de ce dernier. Gus a en effet terminé une récente session avec un profit frôlant les 2 millions de dollars. On commence donc à s'inquiéter pour Tom Dwan qui accusait déjà un lourd retard face à Patrick Antonius. Son défi d'affronter les meilleurs joueurs de poker en heads-up sur internet risque de lui coûter très cher. Salut Gus. Quelle est ta stratégie pour cet EPT? De gagner. C'est une stratégie très simple, gagner. Il y a beaucoup de joueurs, les meilleurs sont là. Et je pense que si on regarde les derniers tournois, on peut dire que le favori, c'est un joueur comme Elki. Il joue un poker incroyable. Il a de très bons résultats. Mais je pense que j'ai quand même une chance, je reste confiant. Et je vais prendre les jeux palier par palier et je ferai des bonnes décisions. Au premier niveau, est-ce que tu vas jouer serré? C'est toujours plus serré au premier tour, parce que vous avez beaucoup de jetons à gérer et vous ne voulez pas dépenser trop d'argent avec des mains marginales. Alors là, j'ai touché un brelan au flop et le type m'a relancé, j'ai préféré passer et j'ai laissé tomber parce que je n'étais pas prêt à jouer tous mes jetons. Plus les antés apparaissent et plus il faut être sur le coup et accélérer, prudent au début et agressif ensuite. As-tu peur de ceux qui ont lu ton livre? Oh, j'espère qu'ils n'ont pas tous lu mon livre. Non, beaucoup d'entre eux ont lu mon livre.
Mais si vous êtes un bon joueur de poker, il faut être capable de changer de stratégie, s'adapter aux situations. Et le fait qu'ils aient lu mon livre et de savoir comment j'ai pu jouer sur un tournoi, cela ne va pas leur donner des idées comment je vais jouer sur ce tournoi. S'il y a quelques indices sur mon jeu, je pense quand même en sortir à la table. Est-ce difficile d'affronter à la fois les meilleurs pros et les amateurs à la même table? En fait, vous devez prendre vos décisions très vite lorsque vous êtes impliqué dans une main. Disons que vous jouez un coup contre Phil Ivey, vous savez qu'il va vous mettre la pression et rendre vos décisions difficiles. Et d'un autre côté, un amateur peut vous faire tapis sans raison et vous mettre la pression également. Vous devez juste vous adapter à la situation le mieux possible. Un amateur peut devenir génial, Phil Ivey peut être génial, mais ils peuvent l'un et l'autre faire des erreurs. Cela dépend de la situation et des joueurs. Nous allons maintenant voir le portrait d'un joueur célèbre. C'est pour vous sur Poker Actu le Mag. Je m'appelle Gustav Hansen. H-A-N-S-E-N. Ah, il est sympa ce Gus Hansen. Enfin sympa quand il ne joue pas, parce qu'à la table, c'est typiquement le genre d'adversaire que vous détestez avoir. Ce type est capable de jouer n'importe quelle carte exactement de la même façon. Il peut vous faire tourner en bourrique. Mais n'allez pas croire que Gus Hansen joue n'importe comment et qu'il est sauvé par la chance. Il s'agit incontestablement de l'un des meilleurs joueurs du monde. Sur Internet, il fait partie des plus gros joueurs de cash game. Sa variance annuelle pourrait probablement combler le trou de la sécu. Et en tournoi, il ne se débrouille pas trop mal non plus, puisqu'à 35 ans, il cumule 7 300 000 $ de gains. Il n'y a quand même pas que de la chance là-dedans. Cet ancien joueur de tennis reconverti dans le backgammon, puis dans le poker, a commencé en beauté puisqu'il a enchaîné 6 tables finales au WPT, dont 4 victoires. Et les WPT, eh bien, c'est un peu chez lui puisqu'il totalise 10 tables finales. Seul ombre au tableau, les WSOP. Étrangement, le Danois n'a fini que 4 fois dans l'argent. Son dernier exploit en date n'a pas eu lieu autour d'un tapis vert, mais sur un ring. Il avait fait le pari de disputer un match de boxe contre un autre joueur pro. Vous voyez que l'agressivité n'a pas sa place qu'au poker. Et regardez-moi ce pauvre Bob Mizrachi, il est à tapis avec une paire d'as, il pense être tranquille, il se dit qu'il va doubler son tapis. Mais il fait les frais de ce style peu académique. Gus Hansen touche un flop, un bon flop quand on vient avec 5-2. Et la paire d'as de Mizrachi, eh bien, ne vaut plus grand-chose. Mais comme Gus est très sympa, on sent qu'il est presque un peu désolé, il a l'air sincère, regardez. Et c'est fini. Salut Bob. Ah oui, une dernière chose, la phrase culte de Gus Hansen, tant que j'ai une hauteur 10, il n'y a aucune chance que je quitte le coup. Vous voyez le personnage. On est au pied de l'immeuble de Patrick Antonius, et si vous pensez qu'on va rester dans la rue, bah vous vous trompez, on est sur Poker Actu, on n'est pas venu pour rigoler. Allez hop, on y va. Je préfère me préparer pour les parties de cash games lors des World Series. Bon, il y aura beaucoup de parties, alors je ne jouerai que 6 tournois, les plus gros. J'essaierai de faire au mieux. C'est pas bien lorsque je joue trop. L'année dernière, j'ai joué 12 tournois et c'était trop pour moi. Cela ne me convenait pas. Beaucoup de gens jouent une trentaine de tournois, c'est épuisant psychologiquement et ça prend beaucoup de temps et d'efforts. Parce que c'est plus confortable pour moi. Je ne suis jamais énervé en cash games parce que j'ai l'habitude de jouer les grosses parties. Mais lorsque j'arrive loin dans un tournoi, ça devient de plus en plus excitant et je suis de plus en plus nerveux, pour plusieurs raisons. C'est un peu inhabituel pour moi. Je pense que je suis un compétiteur. Je fais partie de ces gens qui sont des battants, des acharnés, et cela est vrai pour tous les domaines. Tout ce que je fais, je veux le faire au mieux. J'aime bien faire les choses avec passion. J'investis du temps et ne ménage pas mes efforts, je déteste perdre.
Un match de boxe, cela dépend de l'adversaire. Je le ferai pour de l'argent. Je m'entraînerai super dur pour être prêt et être en forme le moment venu. Je travaille beaucoup sur ma façon de jouer et j'analyse aussi bien mes erreurs que les bons coups. J'ai passé pas mal de temps cette année avec un autre joueur finlandais. C'est aussi un très bon joueur. Et on a beaucoup échangé. On a parlé et ça m'a permis d'élargir ma vision du jeu. À l'époque, je jouais trop serré à mon goût. Donc j'ai pris quelques idées ici et là et cela m'a permis d'améliorer mon jeu. Il faut toujours analyser les choses, car le jeu et la façon de jouer évoluent sans cesse. Après une partie, il faut se la rejouer dans la tête. Comment il a joué, comment j'ai perdu de l'argent, est-ce que j'aurais pu jouer différemment? En fait, il faut pouvoir apprendre de ses erreurs. Vous devez pouvoir vous dire, bon là je n'ai pas bien joué, je ne le referai plus. Parfois, vous analysez une main que vous avez perdue et vous êtes convaincu de l'avoir bien joué. Mais c'était une mauvaise rencontre. Tout le truc, c'est de ne plus jamais reproduire les erreurs passées. Quand vous jouez beaucoup, forcément, vous faites beaucoup d'erreurs. Et à la fin, vous devenez solide. Le but étant qu'on dise de vous, ce mec est le meilleur. C'est un des meilleurs tournois de l'année. Et il y a tellement de joueurs. Mais il y a aussi des mauvais joueurs. Du coup, c'est l'occasion d'aller loin et de gagner gros. Il y a beaucoup de joueurs dont vous allez pouvoir abuser en les bluffant. Oui, vous n'avez pas besoin. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de tournoi où je peux aller loin. Mais pour aller à la table finale, il faut forcément un petit peu de chance. Ah, son défi de jouer le plus de sit and go possible. Il est rentré dans le Guinness Book, non? Je ne sais pas, cela ne m'intéresse pas vraiment. Pour moi, cela ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai, oui, c'est impressionnant, mais cela ne représente pas grand-chose pour moi. Puisque nous sommes à Monte-Carlo, intéressons-nous d'un peu plus près à l'EPT. Quelles sont les raisons du succès de cette série de tournois? Car depuis sa création en 2004, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Souvenez-vous, le premier tournoi est organisé à Barcelone. Malgré un buy-in modeste, seulement 1000 €, ce qui fait aujourd'hui sourire, eh bien il n'attire qu'à peine plus de 200 joueurs. Il n'y a à l'époque que 7 étapes, dont une en France au Casino de Deauville. L'année suivante, on sent une nette montée en puissance puisque le buy-in passe à 4000 €, et pourtant, chaque étape connaît une fréquentation en hausse. Pourtant, la France passe à côté de ce raz-de-marée grandissant. Pour des raisons légales, le PT de Deauville est interdit, ce qui nous prive de l'un des plus beaux tournois au monde. Heureusement, l'année dernière, les autorités n'ont plus mis aucun veto et la fête a pu reprendre. 645 joueurs se sont affrontés dans l'une des plus belles poker-rounds du monde. Le PT est devenu depuis le circuit qu'il ne faut pas manquer. Il a dépassé le World Poker Tour et il est même en train de faire de l'ombre au légendaire World Series of Poker. Vous en doutez? Alors écoutez bien, cette année, le prize pool total s'est élevé à 51 millions € pour seulement 12 tournois. Il faut 2 fois plus de tournois à World Series pour réunir autant d'argent. Alors quelle est la raison d'un tel succès? Une structure confortable, une organisation irréprochable, de multiples possibilités pour se qualifier? Il y a sans doute un peu de tout cela. Et aussi le fait que, plus qu'ailleurs, chacun a le sentiment d'avoir sa chance.
L'EPT a révélé quelques grands noms du poker, Pascal Perrault, Roland Devol, Vicky Koren, Noah Boken, Patrick Antonus, Gavin Griffin, Arnaud Materne et bien sûr Elki, certes très populaire en France mais à qui il manquait la reconnaissance. Alors il ne vous reste plus qu'une chose à faire, essayez d'être le prochain. Je suis avec Barry Gunstein. Bonjour Barry, comment allez-vous? Bien, je vais très bien. Je sais que vous êtes beaucoup impliqué dans la loi sur le jeu aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, comme vous le savez, il y a une loi qui a été votée qui interdit aux gens de déposer de l'argent sur des sites internet en utilisant leur compte ou leur carte de crédit. Et cela empêche les joueurs qui sont là pour s'amuser de jouer au poker, alors que ce sont typiquement des gens qui vont dépenser 50 ou 100 $ dans une partie de poker et qui s'amusent. Je suis donc allé à Washington pour parler aux politiciens et leur faire prendre conscience qu'on ne doit pas interférer avec les loisirs des gens. On a essayé de faire peur aux gens en leur disant qu'en jouant au poker, ils risquaient de perdre leur maison, mais c'est complètement faux. Quand on entend un juge qui dit que le poker est un jeu de hasard, soit il est malhonnête, soit il est idiot. Maintenant qu'il y a un nouveau président aux États-Unis, est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer? Le président Obama a quand même d'autres priorités que les joueurs de poker. Il a la crise économique à gérer et le poker online n'est pas sa priorité. Mais je pense que la nouvelle administration va changer cette loi. Vous savez, aux États-Unis, nous avons le Sénat et les représentants, et il faut pouvoir passer ces deux barrières. Mais je suis assez confiant sur le fait que le président Obama veuille surmonter toutes les étapes pour y arriver. Et le plus amusant, c'est que le président Obama joue au poker de même qu'une grande partie de son administration. C'est un jeu amusant et il faut jouer pour de l'argent, c'est ça l'enjeu. Vous avez deux types de joueurs partout dans le monde. Vous avez les amateurs qui vont jouer pour des toutes petites sommes. Ça ne va pas leur faire de mal. Et puis d'un autre côté, il y a les joueurs professionnels qui jouent pour de grosses sommes, évidemment. Mais c'est pas plus risqué que quelqu'un qui se lance dans les affaires ou qui joue en bourse. Il peut, là aussi, perdre très gros. Alors vous avez parlé de la crise, justement. À quel point est-ce que ça a fait du mal à l'industrie du jeu aux États-Unis? Eh bien oui, effectivement, la crise économique a fait du mal à l'industrie du jeu. Les gens ont moins d'argent pour aller à Las Vegas, payer pour leur chambre et puis évidemment jouer à la table. En ce qui me concerne, je joue pour des parties 2 fois moins chères qu'auparavant. En ce moment, je joue à des parties en 400-800. C'est un dixième de ce que je jouais auparavant. Mais maintenant, je prends toutes les parties qui se présentent parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Vous jouez au poker depuis pas mal d'années. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de ce jeu? Le gros changement, c'est qu'on n'a plus besoin de se cacher. Avant, quand mes enfants allaient à l'école, ils étaient obligés de cacher que j'étais un joueur de poker. Ils avaient honte. Alors que maintenant, ils le diraient avec fierté. Et ils n'auraient même pas besoin de le dire parce que leurs profs m'ont vu à la télé en train de jouer. Vous êtes membre de la team PokerStars Pro. Est-ce que vous travaillez ensemble pour faire évoluer votre jeu les uns les autres? Non, on ne joue pas beaucoup ensemble. Le poker est un jeu individuel. On ne se critique pas entre nous. On ne discute pas trop des mains. Qui est le maillon faible de l'équipe PokerStars Pro? C'est moi. Vous savez, au poker, il ne faut pas avoir beaucoup d'ego. Il ne faut pas que les autres pensent que vous êtes un bon joueur. Il faut qu'ils pensent que vous êtes mauvais. Et comme je suis l'un des plus anciens joueurs de l'équipe, mon niveau baisse. Et les gens devraient m'affronter parce que je ne joue pas très bien. Et ce Negreanu là, il est vraiment bon. Je ne sais même pas s'il joue au poker. À chaque fois que je le vois, il est au golf. Merci Barry, merci beaucoup pour votre temps. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et on enchaîne tout de suite avec le coup de légende commenté spécialement pour Poker Actu Le Mag. Les blinds sont toujours de 5 000, 10 000 avec des ante de 1000. Antonio Esfandiari, qui, comme Joachim, cherche à ajouter un titre EPT à ses nombreux titres, puisqu'il en a déjà un WSOP et WPT. Antonio race.
31,000. Eric pass, Oyvind pass, Maxime pass. Valérie passe. Walid passe. Rasmussen. Stick top, Rasmussen. Avec sa paire de 5. Je pense que ce sera juste un call, voilà, parce que c'est très difficile de mettre de la pression sur un stack aussi énorme qu'Esfandiari. Ouais, alors Esfandiari a beaucoup de jetons, donc il pourrait se permettre de payer une surrelance. Et puis c'est un joueur agressif. Rasmussen, lui, ne joue qu'un 5 au flop. Et c'est pas un excellent flop pour lui à cause de l'as. Ça serait un valet. Paradoxalement, ça serait plus acceptable pour Rasmussen. Deux checks rapides au flop. Cette fois, Rasmussen peut penser qu'il est devant. Il est peu probable que le 6 change quoi que ce soit. Donc, Esfandiari a pas de 7. S'il a pas de 6, est-ce qu'il a un as? Ça devient moins probable après son check. Il peut se dire que sa paire de 5 est bonne. Il check tous les deux. Check, check. On va voir la river. Oh là là. Alors l'avantage c'est que Esfandiari va pas s'enterrer dans ce coup-là, hein, je pense pas. Oui, parce qu'à la fin il a rien. En même temps, le problème d'Esfandiari c'est qu'il peut penser qu'il a la meilleure main. Parce que si Rasmussen avait vraiment quelque chose, ça serait quoi exactement? Il a pas d'as, il a checké 2 fois. Il peut avoir 8-9. Il a pas de 7. Oui, il peut avoir 8-9, c'est à peu près tout. Voilà, c'est ça, regarde. Il dit, soit tu as Dame 10, toi tu as 8-9. En gros, soit t'es énorme, soit t'es rien du tout. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, bah, ma hauteur roi, elle est bonne. Parce qu'il y a un as au flop. Si t'en as pas, j'ai une hauteur roi, donc je gagne. Tu peux avoir Dame 8, Dame valet, des mains comme ça. Il peut être tenté de payer, il paye. Il paye. Et son raisonnement est bon. Son raisonnement est bon. Il n'est pas du bon côté. Hein. Voilà. Full house. Henrik shows pocket fives. Puis attention, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il a beaucoup de jetons. Donc il peut se permettre des calls un tout petit peu marginaux. Ça entame pas énormément son tapis. Et ça peut lui permettre de prendre un vrai ascendant sur la table. Bonjour Sébastien. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les circonstances dans lesquelles vous avez découvert le poker? Comment avez-vous commencé à jouer? Exactement, je ne me rappelle plus, mais ça fait 5-6 ans. Et voilà, j'ai toujours beaucoup joué aux cartes. J'ai toujours aimé jouer aux cartes, au tarot, à la coinche, belote. Les jeux les plus joués, je dirais, de par chez moi. Et voilà, et après j'ai découvert ça un peu comme tout le monde quand c'est arrivé comme ça, l'effet de mode, la vague qui a déferlé sur la planète, on va dire. Et voilà, après je passe beaucoup de temps dans les bus, dans les hôtels, donc avec mes coéquipiers, on s'organisait des petites tables et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu. Alors justement, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de football qui se sont mis au poker. Est-ce que c'est pareil dans le rugby? Ouais, c'est pareil dans le rugby. Je pense qu'on pourrait aller dans tous les sports, je crois que ça doit être pareil un peu partout, quoi. C'est la première fois que vous participez à une compétition de cette ampleur. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Pas mal de pression quand même, parce que j'arrivais en terre complètement inconnue. Après, je suis déçu un peu parce que voilà, je me suis fait sortir assez rapidement. Je voulais passer la première journée et j'y suis pas arrivé. J'ai pas réussi à tenir. Ça jouait pas mal à ma table, même très bien, on dira. J'avais des clients sérieux et voilà, j'ai pas fait le poids, mais je reviendrai tenter l'aventure. Est-ce que vous avez subi une préparation particulière pour ce tournoi? Non. Pas de coaching, personne ne vous a coaché? Non, je me suis auto-coaché sur mon ordinateur, j'ai joué un petit peu, je joue toujours un petit peu online, je fais quelques parties entre amis, mais après non, j'ai pas le temps, je m'entraîne pour le rugby, c'est déjà pas mal. Alors vous avez l'habitude de la compétition évidemment à haut niveau, est-ce que ça aide pour gérer ce genre de stress, ce genre de contexte? Ouais, je pense, parce que voilà, on parlait des sportifs, on a l'esprit de compétition et voilà, quand on fait, enfin pour ma part et je pense que c'est pareil pour tout le monde, quand on joue à quelque chose, mais
n'importe quel jeu que ce soit. On attaque pour gagner, quoi. Donc voilà, là c'est pareil. Il y a vraiment des aspects similaires, quoi. Il faut attaquer, être agressif, des fois savoir défendre, être patient. Et pour que ça passe. Donc voilà, ça ressemble vraiment au sport de haut niveau. Bon, on va pas se mentir, vous avez un physique impressionnant. Est-ce que ça compte à la table pour s'imposer? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Surtout qu'à la table, je suis assez discret, je parle pas trop, je fais pas de bruit, je me fais tout petit dans ma chaise et voilà, donc voilà, je sais pas si ça impressionne les autres adversaires, mais en tout cas, j'en joue pas du tout. Alors, en ce moment, vous êtes un peu dans l'œil du cyclone médiatique. Il y a pas mal de journalistes sportifs qui vous apprécient pas tellement et qui saisissent toutes les opportunités pour vous critiquer. Est-ce que vous n'avez pas peur que participer à un tournoi de poker, ça apporte de l'eau à leur moulin? Peut-être, mais comme je leur ai toujours dit, je fais ce que je veux. Donc voilà, je fais pas les choses pour leur faire plaisir, je fais les choses pour me faire plaisir. J'ai fini la saison, je suis en vacances, je viens de faire 10 mois de rugby. Je vais partir en tournée dans 4 semaines, donc voilà, je peux aussi décompresser et prendre du bon temps comme tout le monde, et je passe mes vacances comme j'en ai envie. Est-ce qu'on peut imaginer une après-carrière dans le poker? Non, je pense pas, non, je crois pas. C'est un loisir, ouais, c'est un jeu, une passion, voilà, qui est très intéressant, mais je pense que je continuerai si j'ai d'autres occasions à jouer. Bien sûr, souvent, mais non, je ferai autre chose. Je ne me vois pas enfermé dans une salle toute l'année à pousser des jetons et à regarder des cartes. Non. Merci beaucoup Sébastien, et puis alors bonne chance pour la suite dans le poker. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Quant à nous, nous allons maintenant enchaîner sur le zapping de Poker Actu le Mag. What's going on? Get back to bed. Feel young again. Centrum Silver. Un tricheur normalement qui a beaucoup d'expérience, toi en faisant ça, je peux te dire à peu près où sont les 4 as. Je mets les 4 as à l'intérieur du paquet, dans des positions complètement différentes. Tu vois, un tricheur qui a normalement de l'expérience, il doit être capable, avec son petit doigt, de retenir les positions des cartes. Donc, imaginons que je coupe, je le fais comme dans les casinos. On coupe, on mélange, tac. Ça, c'est ce qu'il ferait. Je te le fais en plus, comme si vraiment j'étais en train de rater, j'étais un mec qui mélange pas bien. Le premier en 22e, tu fais tac. Tu fais le premier. Le deuxième. Le troisième. Je te le fais disparaître même, regarde. La deuxième chose sur laquelle il faut être hyper vigilant, c'est ça en fait. S'il y a quelqu'un qui mélange les cartes, il fait ça, et il pose ses mains, généralement quand vous avez les mains comme ça, vous voyez, moi j'ai eu le temps d'embarquer 2 as. Donc ça c'est ce qu'on appelle du lapping. Donc je vous le refais. Quand on est comme ça, je finis un mélange, je fais ça, et hop, j'ai pris 2 as. Donc là faites attention, quand généralement vous voyez quelqu'un qui met ses mains très près de la table, il faut surtout appuyer comme ça veut dire qu'il peut cacher des cartes. Donc ça, faites très attention, soyez vigilants. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent les cartes ici. Imaginons que j'ai 2 cartes pourries, et voilà, 5-3. On vient de me donner 5-3. Donc le mec attend comme ça là, et il fait ça. Et il a changé son 5-3 pour une paire d'as. Donc ça, c'est un principe de triche. Et donc... I need a drink. And she's going all in with her King 10 offsuit. Okay, Heather's all in. You have to call the 16. I have to call it 16? Mm-hmm. Tracy with a Jack 9 offsuit. Says, I'll call you. Sam. And here we go. We've got a girl all in. This might be it for Heather. It's not looking good. She's going to need a king or a 10. Oh, and the king comes down. Heather, at the end of a rope, pulled the king out of the river and pulled herself back onto the table. She's doubled up now, but still only has $1,200 in chips.